Bonjour et bienvenue à ce 9e épisode de La Liberté à la porte. 9e épisode bien garni aujourd'hui, chère Coralie, puisqu'on a un immigrant investisseur qui va venir nous raconter son expérience d'arrivée au Québec, M. Ibra Kanji. On a également une représentante du groupe Hors Vert, Mme Claude Boulanger, qui va venir nous parler du chanvre industriel et de ses vertus écologiques. Et en musique, on a Alex Fredo. Bon, ben c'est super, Maxime. Fait qu'on peut commencer tout de suite. Ben oui, on peut dire à Louis de partir la machine. Et maintenant, une bonne main d'applaudissements pour Ibra Kanji. Bonjour, M. Kanji, ça va bien? Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, M. Kanji, vous êtes originaire du Sénégal. Vous êtes arrivé ici il y a 3 ans. Vous êtes un immigrant investisseur et vous venez nous parler ce soir de votre expérience en tant qu'immigrant au Québec, au Canada. Merci d'être parmi nous. Merci Maxime. Merci Coralie. Coralie, oui. Maxime, en fait, je te remercie beaucoup parce que j'avais envie de raconter cette expérience vraiment exaltante, mais très riche effectivement en enseignement. Quand je suis arrivé au Québec, avant d'arriver et pendant effectivement mon séjour au Québec, dans cette belle bâtisse qui est la Société Saint-Jean-Baptiste. Oui, parce que vous êtes également coordonnateur ici à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Qu'est-ce qui peut pousser un Sénégalais d'origine à agir pour une organisation quand même patriotique québécoise comme la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal? Un destin. Un destin parce que ce n'était pas prévu. C'est un beau destin. Dans la mesure où ça correspond effectivement à ce que je pensais être en réalité le rôle, en tout cas, que je souhaitais jouer effectivement dans cette aventure québécoise qui interpelle tout le monde, qui interpelle les Québécois, qui interpelle les immigrants, qui interpelle la francophonie dans sa globalité. Parce qu'effectivement, il y a des problématiques, mais en général, on a l'impression qu'effectivement, le problème ne concerne que les Québécois. Ça concerne tout le monde. On va parler de cette problématique, justement. Vous avez dit la francophonie. Vous êtes arrivé ici en croyant que le Québec est en français. Là, vous avez, mais bon, a des problèmes. Quelle a été votre réaction en arrivant au Québec en constatant la situation québécoise? Ben, une surprise. Une surprise qui est effectivement quelque chose de très inquiétante parce que je ne pensais pas que le problème était aussi profond. J'ai fait un peu le tour effectivement du monde. J'ai fait l'Europe, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Asie et j'ai fait même les pays effectivement arabes. Donc j'ai tourné un peu partout dans le monde. Je pouvais m'installer un peu partout aussi parce qu'une de mes filles est née aux États-Unis, donc là où j'étais. Si bien que le choix du Québec, la langue en est un élément fondamental. Je suis d'un pays francophone, effectivement un pays connu, bon, petit de par sa taille, mais très connu à travers le monde de par la qualité de ses dirigeants. Léopold Sédar Senghor, c'était effectivement le poète de la négritude avec Aimé Césaire et Léon Contrat Damas. Donc c'est les gens effectivement qui sont les pères fondateurs effectivement de la négritude et qui ont tant vanté la langue française dans sa beauté, mais aussi dans sa profondeur et dans sa dimension culturelle. Et vous vous êtes rendu compte finalement qu'au Québec, c'était seulement partiellement francophone.
vous en avez été déçu de cette situation? Mais ce n'est pas seulement partiellement francophone, c'est que c'est complexe le Québec. Son histoire est très complexe. Ce n'est pas seulement la langue, mais c'est un problème d'identité, un problème de culture. Une langue, quand on l'ôte effectivement d'une culture, c'est comme effectivement un homme handicapé ou bien une personne handicapée. La culture ici au Québec intègre une langue, mais une langue qui aujourd'hui est menacée. Est menacée dans son existence. Et malheureusement, effectivement, bon, les gens ne sentent pas réellement que cette langue est menacée ou bien font semblant que cette langue, effectivement, se porte bien. Cette langue est malade ici au Québec. Vous dites justement, il y a des gens qui ne savent pas ou ne s'en rendent pas compte. Comment c'est pour les immigrants arrivés ici? Est-ce que c'est facile de les sensibiliser à la question francophone au Québec, d'après vous? Ben, ils ne demandent que ça. Ils demandent qu'effectivement à participer dans ce combat pour défendre leur langue. Ce n'est pas une langue simplement québécoise, c'est une langue francophone qui appartient à toute la famille francophone. C'est une langue qui aujourd'hui doit être défendue par l'ensemble des francophones. Tous ces pays francophones aujourd'hui, si le Québec perd la langue française, c'est toute la francophonie qui perd effectivement une partie effectivement de son patrimoine. C'est ça le problème. Le problème n'est pas seulement un problème interne, c'est un problème qui concerne tous les pays francophones. Aujourd'hui, en tant que Sénégalais venant effectivement au Québec, mais c'est un critère de choix. Je ne me le pardonnerai jamais si mes alliés petits-fils naîtront ici et perdront leur langue au profit d'une autre langue. Je me dirais qu'effectivement, j'aurais raté effectivement un choix important de ma vie. J'ai choisi de venir au Québec parce que la langue française était là et que mes enfants pourraient continuer effectivement à étudier en français. Et selon vous, quel est l'avenir du français au Québec comme il va en ce moment? Vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un effectivement qui baisse les bras facilement. Je me suis battu toute ma vie durant. Et donc, si je m'implique dans un combat, je dis que tôt ou tard je vais gagner. Mais je ne vais pas avec des défaitistes. Le problème, c'est qu'il faut identifier ceux qui doivent être effectivement partie prenante du combat. Les sensibiliser, aussi bien les immigrants, aussi bien les Québécois qui tiennent à leur langue, aussi bien effectivement les politiciens qui ont le courage de parler effectivement de cette langue. Et en parlant de politiciens, aujourd'hui, j'ai un problème. J'ai un problème qu'aujourd'hui, qu'on parle de municipalité au 3 novembre, et parmi les candidats qui sont invités partout, je n'ai pas entendu un seul candidat prendre en charge avec courage dans son programme que s'il est élu, il va défendre la langue française. Il y a un problème fondamental. Et à mon avis, il est temps, effectivement, d'orienter la chose, de se donner les moyens de se battre pour, effectivement, prétendre un jour que les gens vont se rendre compte qu'effectivement, ici, il faut parler français, il faut travailler en français, il faut jouer en français même. Pour ne pas dire il faut faire l'amour en français. Bravo! Bien, Monsieur Kanji, merci beaucoup de nous avoir raconté votre expérience et aussi montré votre sensibilité par rapport à notre langue française ici. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, on accueille Claude Boulanger qui vient du groupe Hors Vert. Bonsoir. Bonjour, Madame Boulanger. Vous avez un merveilleux micro qui vous attend. Oui, on va tester ça. Qui n'attend que votre voix. Alors, Madame Boulanger, vous êtes dans un groupe Hors Vert qui lui propose le chanvre
industrielle afin de faire de l'énergie et qui est une solution de développement durable pour l'avenir énergétique du Québec. Parlez-nous-en un peu, qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, c'est une plante qui a été utilisée depuis au moins 6000 ans par l'homme et qui a été démonisée pendant une centaine d'années par les Américains pour nous amener ce fameux pétrole. Et là, on démonise le pétrole pour revenir avec le chanvre, parce qu'on fait tout ce qui se fait avec le pétrole, avec le chanvre, zéro pollution. Et pourquoi le chanvre industriel a-t-il été démonisé et interdit, notamment aux États-Unis, mais dans d'autres pays? Je viens de vous le dire, justement, Pour faire place au pétrole? parce qu'on fait tout ce qui se fait avec le pétrole se faisait déjà avec le chanvre. Évidemment, il y a 100 ans, il y a plein de produits qu'on connaît aujourd'hui qui n'étaient pas encore sur le marché. Mais le chanvre étant d'abord une plante qui a une très longue fibre et énormément de cellulose, sans oublier son huile pour l'alimentation. Cette cellulose, on peut littéralement tout faire ce qui se fait avec le pétrole, avec cette cellulose de chanvre. Et la fibre longue, d'habitude, j'ai les cheveux moins attachés, puis c'est assez phénoménal. Et donc, ils ont vraiment réussi, avec le concours du Canada et de plein d'autres pays, mais il y en a qui ont résisté. En Europe, ça a quand même continué pendant un certain temps. Et c'est quand même une plante qui vient de l'Inde, Chine et de Russie, et ça n'a jamais lâché là-bas. Mais eux aussi ont attrapé la maladie du pétrole, que je dirais, et ont délaissé leur chanvre. Et parce que des technologies complètement moyenâgeuses. Et donc, depuis 35 ans que je refais la promotion du chanvre, et donc, ça avait été tellement bien démonisé en se servant d'ailleurs de la plante qui sert dans des variétés thérapeutiques, qui est ce qui est fumé, le cannabis. C'est la grande famille des cannabis. Et donc, il fallait rééduquer énormément au fait que cette plante, il faut la ramener en agriculture. D'abord parce qu'on manque de plantes de rotation, surtout ici au Québec, parce que le froid est un atout pour la qualité et le volume de cette fibre. Justement, votre groupe a déposé un mémoire sur l'avenir énergétique du Québec et Oui. on parlait de ça. Quel est l'avenir énergétique avec le chanvre au Québec? Ça produit des énergies qui ne sont pas polluantes. Alors, c'est vraiment très important de se rendre compte. Les technologies sont à être mises au point. C'est sûr que pendant 100 ans, on perd le fil, quoi. Mais ça nous donne l'occasion de revenir vers cette plante avec des technologies du 21e siècle. Et on est à découvrir vraiment qu'on a tout à fait raison parce qu'on pourrait devenir vraiment très carboneutre très rapidement. Dans ce mémoire que vous avez déposé à la Commission sur l'avenir énergétique du Québec à Shawinigan, vous mentionnez entre autres que le champ industriel a des propriétés, entre autres, en termes d'absorption du CO2 qui sont assez phénoménales. Oui. D'abord, on fait des énergies, on fait des composites, on fait des tissus techniques. Sans parler, comme je disais, il ne faut jamais oublier l'aspect alimentation. Et la rotation de culture au Québec pourrait se faire dans des volumes énormes. Parce que le maïs, par exemple, prend des chaleurs qui fait qu'il y a plein de régions qui sont laissées pour compte. Et il y a, selon certains, 1 million d'hectares agricoles laissés pour compte. Donc, si on récupère ces ancrages-là et qu'on travaille avec le chanvre, ça veut dire des volumes tels que, par exemple, les chiffres qu'on a déposés à la Commission sur l'énergie,
on pourrait, juste avec la culture du chanvre, répondre à 29% des volumes qui sont nécessaires pour rencontrer notre objectif de gaz à effet de serre. Monsieur Kenji, c'est rare qu'on entend parler de ça. J'aimerais savoir c'est quoi votre opinion par rapport à cette production-là énergétique. Vous pouvez prendre votre micro, ça va aider à tout le monde de vous entendre un peu. Je pense que c'est une belle découverte et c'est pas récent parce que je savais qu'effectivement ça existait depuis longtemps. Il va de soi qu'on va trouver une substitution au pétrole, parce que compte tenu du fait que le côté nocif du pétrole, le côté dépendance du pétrole, va poser un problème d'ici peu de temps. Et donc, il va de soi qu'effectivement, une telle découverte, il faut l'encourager et pousser effectivement, bon, par exemple, ce dépôt effectivement de trucs, que ce soit effectivement quelque chose qui soit poussé pour qu'on aboutisse quand même à quelque chose de solution. Et d'ailleurs, bon, le groupe Orvert, bon, c'est un projet d'affaires également. Oui. Quelles sont vos activités? Il s'agit de mettre en place toutes les technologies qui font que dans toutes les régions du Québec, on puisse faire pousser cette plante et la transformer en fonction de produits du futur. Et les agriculteurs sont intéressés et nous avons trouvé en premier des clients qui font que par les choix de produits, ça demande un tel volume que ça suppose, ça justifie entre autres le coût des infrastructures à mettre en place. Nonobstant le fait que c'est du côté de l'environnement, c'est absolument une plante qui peut faire la différence. Et j'ai appris parce que je croyais le froid est un atout dans la qualité et le volume de cette plante-là. Donc, toutes les régions du Québec sont concernées. Mais je croyais que ça prenait donc du froid et que ça nous limitait, par exemple, d'aller en Afrique, par exemple. Ben non, j'ai appris par M. Sergueï Grégoriev, qui est le curateur de la plus grande banque de semences de chanvre qui est en Russie à Saint-Pétersbourg, que le chanvre, il y a des variétés de chanvre pour toutes les régions sur la planète. Et donc, je suis très contente parce que ça veut dire que tout ce qu'on fait au Québec pour réhabiliter cette plante avec des technologies à la clé et qu'on espère bien y arriver avant les Américains, comme ça on pourra leur vendre notre technologie, mais on pourra aussi faire du travail de collaboration avec les gens qui ont délaissé cette plante-là en Inde, en Chine, pour de l'énergie, pour des composites, mais en Afrique aussi. Mais c'est un excellent projet, tout ça. On espère voir ça peut-être se développer pour enfin réduire un jour notre dépendance au pétrole qu'on nous avons dans notre société. Donc, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup. Et on invite les gens à aller lire ce mémoire-là, Oui. que j'ai trouvé fort intéressant, qui se trouve facilement sur Google. Groupe Orvert, Commission sur l'avenir énergétique du Québec. Oui. Merci, Mme Boulanger. Merci. Avec plaisir. Eh bien, nous sommes maintenant avec notre artiste du jour, Alex Fredo. Bonjour, bienvenue et Salut. merci d'être là parmi nous. Merci à vous. Alors, donc, Alex Fredo, tu es un auteur, compositeur, interprète, mais pas seulement ça, tu animes également une émission de radio à Radio Shalom, qui est le 1650 AM. Chaque jeudi de 16h à 17h, ça s'appelle Les Petites Anecdotes. En quoi consiste cette émission? Alors en fait, c'est une émission humoristique et culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'anime l'émission, j'ai avec moi 2 humoristes et une chroniqueuse, et on invite des artistes ou des gens de toutes sortes en fait, et puis l'émission elle est programmée en fait pour que chacun ait sa chronique et puis qu'on fasse des entrevues aux artistes, mais c'est toujours sur un ton toujours sur un ton humoristique en fait. Oui, c'est ça, l'humour semble pas mal te suivre à la trace dans ton art. Ouais, je me sers un peu de ça pour pas me prendre au sérieux. Non, ben, c'est bien. J'imagine que j'ai toujours considéré ça comme un piège, se prendre au sérieux. Et, oui, et d'ailleurs,
tu ris un peu, ou on m'a dit que ta relation avec le Québec, avec la langue québécoise, en fait, a pu te causer, non pas des soucis, mais quelques situations cocasses lorsque tu retournais en France. C'est ça? En fait, ça fait 7 ans que je suis au Québec, moi. Et oui, c'est vrai que je viens de Paris. Comme tu peux le noter, je pense à mon accent. Je n'ai pas changé. J'ai gardé l'accent de ma mère maternelle. C'est typiquement générationnel, en fait. Je veux pas le perdre. Mes hommages à ta mère. Non, elle est vivante. Elle est tout à fait vivante. Mais bon, on est tous mortels. Mais c'est pas tout de suite pour ma mère, Maxime. Donc, en fait, ça fait 7 ans que je suis ici. Et puis, c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, on prend les intonations, on prend certaines manières de parler, on déforme un peu les mots à la façon québécoise sans avoir vraiment l'accent québécois. Et c'est vrai que depuis peut-être 2 ans ou 3 ans, quand je rentre en France, Tu vis du rejet. non, mais ça, on me considère comme un Québécois. On me dit t'as pris l'accent québécois, alors qu'ici je suis français, donc il y a un moment où Compliqué. non, parce que ça n'a pas d'impact sur moi. Ça va, je suis pas susceptible, mais en tout cas c'était drôle de voir qu'il y avait même un Français qui m'a dit que j'avais pris l'accent belge. Donc finalement, le mélange entre le français et le québécois, ça donne l'accent belge, je sais pas pour ça. On se fait souvent traiter le belge en France. Non, mais on aime bien les Belges. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a d'ailleurs dans le public, alors passons. Donc, tu fais la radio, à Radio Shalom, donc je répète, chaque jeudi à 16h. Ouais. Également à CIBL. Également à CIBL, et donc ça c'est plus dans le cadre justement de la chanson. En fait, je suis chroniqueur toutes les 2 semaines à l'émission Catherine et Laurent CIBL qui filmait aussi en direct par ma TV tous les jours de 16h, de 17h à 18h. Et puis moi en fait, je suis donc le mardi, et un mardi sur 2, j'écris une chanson je raconte une anecdote en chanson, et aussi en cohérence avec la date à laquelle on est. Par exemple, mardi dernier, j'ai fait une chanson sur les pommes, le fait d'aller dans des vergers, parce que c'est le temps des pommes en ce moment au Québec, même un peu en retard. C'est improvisé. Non, en fait, c'est écrit, mais en 2 semaines. Donc c'est un vrai marathon pour moi, j'écris des chansons tout le temps. Et il y en a des bonnes de temps en temps. C'était bien. Là, on va passer en chanson, puisque de toute façon, mon producteur va me taper sur les doigts. Alors, c'est un producteur. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter ce soir? Là, en fait, je vais vous faire une chanson qui s'appelle La balade à vélo. Et en fait, c'est l'histoire d'une balade à vélo qui se veut romantique, mais qui, à cause des nids de poules à Montréal, ne l'est pas du tout. Mais je vous laisse écouter le texte. Très bien. Alex Fredo, La balade à vélo. On est parti à vélo dans les rues de Montréal. J'avais tout prévu comme il faut pour une balade sentimentale. J'ai rapidement constaté que l'état des routes à Montréal gênait nos regards passionnés et nos prises de mains amicales. Je vibre et je ne vois plus la route, je t'ignore pour sauver ma peau. Ce qui a semé en moi le doute sur le succès de cette romance à vélo. Ça m'a tout l'air. Merde, tu peux la recommencer? Oui. Excusez-moi. Je reviens de mon émission, là, je suis... Il y a du montage. Ouais. On est parti à vélo dans les rues de Montréal. J'avais tout prévu comme il faut pour une balade sentimentale. J'ai rapidement constaté que l'état des routes à Montréal gênait nos regards passionnés et nos prises de mains amicales. Je vibre et je ne vois plus la route, je t'ignore pour sauver ma peau. Ce qui a semé en moi le doute sur le succès de cette romance à vélo. Ça m'a tout l'air d'être un cauchemar ou d'une balade sur un taureau. Dans les 2 cas, c'est un hasard si tu m'adresses encore un mot. Pendant notre tendre traversée, j'ai eu le malheur de te lancer un regard. Un nid de poule stratégiquement placé m'a quasiment déboîté la mâchoire. Bien sûr, j'ai eu l'air un peu bête, t'as dû me trouver un peu moins sexy. Mais en riant de façon discrète, tu t'en es pris un
aussi. Mon vélo fait un bruit bizarre, comme si le diable venait de s'en emparer. Je me dis, je vérifierai plus tard ma rue s'est décrochée. J'aurais dû t'emmener dans un bar, ou plutôt faire du pédalo. Là je compte un peu sur le hasard, pour finir en un seul morceau. Je ne suis pas bon en mécanique, on a dû continuer à pied. La balade est devenue romantique, ça nous a tous deux étonnés. En nous promenant sur les trottoirs, tout est devenu si beau. On a pu se lancer des regards, sans se fracturer le bas du dos. On a traîné sans égard ce qu'il restait de nos vélos. Le hasard a quand même bien fait son boulot.